On a tous eu, un jour, une idée qui semblait brillante. Mais comment on passe de cette petite étincelle à un succès mondial? Le chemin est semé d'embûches et la plupart des idées, elles n'y survivent pas. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi et surtout comment on fait pour faire partie de ceux qui réussissent. Alors, voilà un chiffre. Juste un chiffre. 4200 milliards de dollars. Essayez de vous représenter ça. Gardez-le bien en tête parce qu'il est absolument central pour comprendre le défi colossal dont on va parler. La mise à l'échelle. Alors, ces 200 milliards de dollars, qu'est-ce que c'est? C'est le PIB de la Californie. Oui, un seul État américain. Maintenant, mettons ça en perspective. Le PIB de tout le continent africain, avec ses 54 pays et son 1,4 milliard d'habitants, il est plus bas. C'est juste dingue quand on y pense, non? Et ça nous montre une chose fondamentale. Le problème, ce n'est pas le manque de gens, ce n'est pas le manque d'idées, c'est un problème de mise à l'échelle. Bon, si on veut comprendre comment réussir, le plus intelligent, c'est souvent de commencer par regarder pourquoi les autres échouent. Et on va voir que même les plus gros mastodontes, ceux avec des poches pleines à craquer, peuvent faire des erreurs, monumentales. Allez, première grosse erreur, et c'est un classique, penser qu'une super idée va marcher partout. Juste comme ça. Grosse erreur. Une idée n'est jamais universelle. Si on ignore les petites subtilités, les nuances culturelles, la langue d'un nouveau marché, on fonce droit dans le mur. L'exemple le plus connu, c'est sans doute celui-là. Quand KFC est arrivé en Chine, leur fameux slogan « Finger licking good », qui veut dire en gros « c'est bon à s'en lécher les doigts », a été traduit par « mangez vos doigts ». Pas super appétissant, on est d'accord? Une simple erreur de traduction, mais qui montre à quel point un détail culturel peut tout changer. Mais attention, ça ne s'arrête pas aux mots ou au slogan. Non. Le produit lui-même, l'objet, doit coller à la culture locale. Et là, l'histoire de Procter & Gamble avec les couches Pampers au Japon, c'est un cas d'école. Alors là, c'est une véritable cascade d'erreurs. D'abord, leur pub. Elle utilisait la légende de la cigogne qui apporte les bébés. Sauf qu'au Japon, cette histoire, personne ne la connaît. Premier faux pas. Ensuite, le produit en lui-même. Les couches étaient beaucoup trop grosses pour être stockées dans les appartements japonais, qui sont bien plus petits. Et ce genre de maladresse, ce n'est pas un cas isolé. Walmart a fait la même chose en Allemagne. Ils ont complètement ignoré les habitudes des gens en magasin. Résultat, ils ont dû plier bagages. Ok, on a parlé de la culture, mais il y a aussi tous les obstacles qu'on ne voit pas venir, les détails un peu ennuyeux, on va dire. Le juridique, la logistique, les finances, c'est moins sexy, c'est sûr, mais ça peut faire couler un projet tout aussi vite. C'est un véritable labyrinthe opérationnel. Prenez Uber par exemple. Ils ont débarqué en pensant que les règles étaient les mêmes partout. Résultat, des interdictions en Allemagne, en Espagne, parce qu'ils ne respectaient pas les lois locales sur le transport. Ou Tesla, qui a voulu entrer en Chine. Au début, ils ont été super ralentis par un casse-tête de régulation d'importation et de taxes. Et puis un truc plus récent, le Brexit. Du jour au lendemain, la livre sterling s'effondre et pour des tas d'entreprises britanniques, ça a créé des coûts énormes, complètement imprévus. Bon, alors la question qui tue, c'est comment on fait pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis et de perdre des milliards sans avoir des milliards à dépenser pour tester? Et la réponse, elle est assez surprenante. Ce n'est pas de dépenser plus, c'est de penser différemment. Et ça porte un nom. L'état d'esprit du prototyping. Alors, prototyping, ça vient de pretend, qui veut dire faire semblant en anglais, et de prototype. L'idée est toute simple, mais elle est radicale. Il faut faire semblant d'avoir le produit bien avant de commencer à le construire. En gros, le prototyping, c'est une méthode pour vérifier si une idée intéresse vraiment les gens. Mais au lieu de construire le produit en entier, on en crée des versions hyper simples, pas chères et rapides à faire. Le but, c'est de valider l'idée de base. On ne demande pas aux gens « est-ce que vous aimez mon idée ?» parce qu'ils disent souvent oui pour être polis. Non, on regarde s'ils agissent, s'ils essayent d'utiliser le produit, même si c'est une simulation. On cherche à collecter des données réelles, pas juste des opinions. Ok, ça c'est la théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? On va voir quelques exemples concrets, des techniques super astucieuses qui ont été utilisées par des entreprises que tout le monde connaît aujourd'hui. Première technique, le Pinocchio. L'histoire est géniale. Le fondateur de Palm voulait créer un assistant numérique de poche. Mais avant d'écrire la moindre ligne de code, il s'est posé une question simple. Est-ce que moi, personnellement, je vais vraiment m'en servir au quotidien? Alors il a pris un bout de bois, il l'a taillé à la taille exacte du futur appareil et il l'a mis dans sa poche. Pendant des semaines, il se baladait avec et à chaque fois qu'il aurait voulu noter un truc ou vérifier son agenda, il sortait son bloc de bois et faisait semblant. C'est comme ça qu'il a validé que le format et l'usage étaient pertinents avant de dépenser un seul dollar. Ensuite, on a ce qu'on appelle la fausse porte. C'est super malin. McDonald's, à une époque, se demandait s'il y avait un marché pour des spaghettis. Au lieu de rééquiper toutes ces cuisines qui auraient coûté une fortune, ils ont juste ajouté Mac Spaghetti à leur menu. C'était une fausse porte. Si un client commandait, le personnel s'excusait gentiment en disant « Désolé, on est en rupture de stock » et lui offrait un burger gratuit en dédommagement. Le coût de l'expérience, quelques burgers. Mais les données récoltées sur l'intérêt réel des clients, ça valait de l'or.